Bonjour à tous, c'est Louane et on se retrouve pour la troisième semaine pour un nouveau top. Aujourd'hui on va parler de mes films préférés. C'est subjectif. Aucun de ces 10 films est le meilleur du monde, aucun de ces 10 films est le meilleur de tous les temps, c'est subjectif. Ok, ça ne tient qu'à moi. Ça veut dire que si dedans il y a des films que vous aimez pas, et bah c'est parce que on n'a pas les mêmes goûts et c'est tout. Enfin bref, on va directement passer au classement. On va pas essayer d'étergiverser trop longtemps sur ce sujet là. On va passer directement à la 10e position. Dernier train pour Busan de Yeong Sang-ho. Alors c'est l'histoire d'un train qui essaye de partir jusqu'à Busan, sauf que la Corée du Sud est totalement infestée par un virus zombie. Du coup, comment le train va faire pour arriver jusqu'à Busan et comment le père et sa fille qui sont dedans vont essayer de rejoindre la mer, il me semble. Ouais, la mer qui est à Busan. Typiquement un scénario et un film à la George Romero. Critique sociale, de la technologie, de l'éducation des gens, de la lutte des classes. Il y a tout dedans. C'est un film qui possède également toute la poésie des films coréens. La réalisation est très bonne. Ils ont pris un faux train dans un studio pour faire des plans qui sortent et qui rentrent dans les fenêtres et tout ça, ce que vous pouvez pas faire normalement avec un train normal. Le traitement des zombies est très cool, beaucoup d'incohérences par rapport à la définition même du zombie. Après j'estime que chaque réalisateur a une vision du zombie différente, c'est pas parce qu'on a vu ça dans la base du film zombiesque. Donc dans La Nuit des Morts Vivants, c'est pas parce qu'on a vu des zombies comme ça que forcément c'est la base pour tous les zombies, hein. Les zombies de The Walking Dead, les zombies des films de Romero, les zombies du Dernier Train pour Busan sont vraiment tous différents. Le film se suit efficacement et a un très bon rythme, c'est très bien écrit, très bien réalisé. Quelques petits défauts par-ci par-là, hein. Je dois avouer que la fin, avec les petits flashbacks, sont un peu de trop. Mais par contre c'est une de mes plus grosses claques au ciné en matière de films de zombies. Moi qui est fan de George Romero, j'ai vu un film plus moderne de George Romero parce que la fin de la carrière de George Romero était pas non plus ouf hein. J'ai franchement eu l'impression de revoir un classique de Romero et un classique moderne avec des thématiques modernes. Et franchement ça me fait du bien, et moi qui adore le cinéma coréen, retrouver un de mes genres préférés dans le cinéma coréen, ça m'a fait énormément plaisir lorsque c'est sorti en salle, parce que oui, le film est assez récent, il me semble qu'il y a 2-3 ans, hein, il est sorti en 2016 pour moi. C'est ça, 17 août 2016, voilà, c'est très récent, il est déjà dans mon top 10, c'est parce que j'aurais pu mettre des autres films devant hein, pour me la péter, j'aurais pu mettre les films de Romero. Le problème c'est que j'estime que comme c'est plus moderne, comme c'est ça me touche plus que les thématiques d'à l'époque, ça a plus sa place qu'un film de Romero ici, parce que quelqu'un a réussi à faire pas non mieux, mais plus efficace, plus moderne et plus réaliste avec la période de maintenant. Maintenant on va passer à la 9e position, également un film encore plus récent que Dernier Train pour Busan. Ne vous inquiétez pas, il me semble que c'est le dernier, ouais c'est le dernier de ce classement qui est assez récent. On va donc parler de 120 battements par minute, réalisé par Robin Campillo, qui est sorti l'année dernière, en 2017. Et pour moi, c'est un des films qui m'a le plus fait kiffer au cinéma. J'ai kiffé tout le film parce que c'était hyper agréable à regarder. Même les scènes qui m'auraient potentiellement pu me mettre mal à l'aise, bah, m'ont fait kiffer parce que c'était bien filmé, c'était intelligent, c'était bien écrit. La fin m'a totalement assommé, hein, je déteste cette fin, elle me tue, j'ai pu le voir une dizaine de fois ce film, les 10 fois j'ai pleuré comme une merde, hein. Tous les personnages sont attachants, on se rend compte que la vie avant a été beaucoup plus difficile que maintenant. C'est vraiment pour moi un film coup de poing, et je pense que c'est un film qui va rester dans la culture française, parce que c'est un des tout premiers films sur l'homophobie, sur le sida et tout ça, qui le traite franchement mieux et bien. Parce qu'on peut pas dire que La Vie d'Adèle ça traitait bien, hein. J'ai rien d'autre à dire, le casting est très bon aussi. Et j'ai envie de mettre aussi un petit point aussi sur vraiment la musique que ça fait 1 an et demi que je l'écoute dans la voiture. La musique est tellement ouf, c'est comme les scènes de boîte de nuit avec la poussière là, c'est tellement intelligent, surtout quand tu vois où ça mène à la fin, c'est fou. Enfin voilà, je suis totalement en admiration sur ce film depuis 1 an et demi depuis qu'il s'est sorti. Je vais pas arrêter d'en parler, on va directement passer à la 8e position, parce que je vois que je commence à beaucoup parler là. 8e position, un ex-aequo, le premier de ce classement, Morse et Metropolis. Alors Morse c'est l'un des meilleurs films de vampires modernes, et Metropolis c'est un film qui était tellement intelligent et ambitieux pour l'époque que je me dois de le mettre dedans, parce que à chaque fois que je le regarde j'ai pas l'impression de voir un film de 1927. J'ai tellement l'impression que c'est un film moderne, un film visionnaire qui franchement touche encore la société de maintenant, alors que c'était il y a bientôt une centaine d'années. Enfin c'est dingue quand même. Morse a été réalisé par le mec qui a fait dernièrement Le Bonhomme de Neige. Tu vois que le mec, quand il est pas dans son domaine, dans son pays, en train de faire des films pour son pays,
Il sait pas quoi faire quand tu lui donnes trop d'acteurs américains. Ces films deviennent plus chiants et auto-branlettes que autre chose, alors que Morse c'était vraiment le film indépendant d'horreur vampiresque qui était assez fou et qui foncièrement est un des meilleurs films de vampires que j'ai pu voir de ma vie. C'est tellement touchant, tellement froid, tellement difficile à regarder à certains moments que c'est viscéral, c'est vraiment un film de vampire moderne et ce qu'il y a de fantastique dedans, c'est à peine 2 minutes du film où on a des formes assez bizarres. Le reste c'est une histoire touchante entre un petit garçon et une petite fille qui se cherchent et c'est vraiment un message important, surtout que ces deux enfants sont à la limite à l'adolescence, donc du coup le fait de se rechercher c'est totalement normal à cet âge là et ça fait également une bonne transposition avec la réalité. Et Metropolis c'est vraiment un des films qu'on étudie en école de cinéma. C'est un des films qui marque le plus cette époque du muet et du drame. Pour vous dire ceux qui vous ont pas toujours vu, parce que voilà, c'est un film de 1927, c'est pas donné à tout le monde de regarder ça et de apprécier ce genre de film. Et ça raconte l'histoire d'un mec, un fils de dirigeant, je sais plus comment il s'appelle, qui dans une ville futuriste va tomber amoureux d'une ouvrière. Comme vous savez, en 1927, les riches n'ont pas le droit de fricoter avec des ouvrières, hein, à part si c'est pour faire passer une nuit en payant, on va dire. Sauf que cette ouvrière arrive à prédire un peu la chute des classes, et du coup c'est un film qui, dans ses thèmes et dans ses trucs, sont encore actuels maintenant, presque. Pour l'époque, c'est vraiment ambitieux, c'est vraiment intelligent, et c'est vraiment coup de poing. C'est un film qui est assez visionnaire, et en plus de cela, ça a fondé à peu près la majorité des films de science-fiction maintenant. Quand tu regardes les villes qu'on nous propose en tant que décor de films de science-fiction modernes, beaucoup font un gros clin d'œil à Metropolis, qui est une putain de claque. C'est un putain de chef-d'œuvre allemand réalisé par Fritz Lang, qui a également fait M le Body, qui est excellent. Mais voilà, Metropolis c'est une tuerie et si vous l'avez pas vu, ça vaut vraiment le coup. Tout comme Morse. 7ème position, un film d'un de mes réalisateurs préférés, Léon, de Luc Besson, avec Nathalie Portman et Jean Reno, et Gary Oldman aussi. C'est l'histoire de Jean Reno qui est tueur à gages et qui se voit contraint de garder la petite Mathilde jouée par Nathalie Portman. Et du coup c'est un petit road movie un peu entre un adulte qui doit proposer l'enfant et toute une traversée spirituelle où le tueur à gages qui n'avait rien demandé va commencer à devenir un peu le père spirituel de cette petite Mathilde. C'est à la fois touchant et très frappant. J'estime que Léon est le meilleur rôle de Gary Oldman au cinéma aussi. C'est un des meilleurs films de Luc Besson, hein, avec notamment un autre film que vous allez retrouver dans le classement. Le film est ultra efficace, le film est un putain de film français à l'ambiance très hollywoodienne. C'est ce qu'on a fait de mieux dans les années 90, c'est vraiment une putain de claque française. Je vais pas continuer à tergiverser sur ce film, je pense que la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo ont déjà vu Léon. Si vous l'avez pas vu, courez, c'est une valeur sûre, c'est une claque française, c'est ce qu'on savait faire de mieux à l'époque. 6ème position, encore un ex-aequo. D'un côté on va parler de Prédestination et d'un autre on va parler du Nouveau Stagiaire. Alors là les gens vont commencer à dire ah tu mets Léon après ça. Tous les films qui sont dedans pourraient être en première position, c'est juste qu'en première position il y a vraiment deux mastodontes qui dans la vie vont beaucoup vous marquer, mais sinon tous ces films qui sont là pourraient être mon film préféré. Donc après le classement m'apporte peu, c'est juste que c'est par ordre de préférence selon le moment que je passe, on va dire. Prédestination, c'est un film de science-fiction hyper intelligent, je vais pas vous raconter l'histoire parce que ça part vraiment en couille. Et rien que vous dire quelque chose sur l'histoire pourrait vous spoiler de la fin qui est un putain de retournement de situation. C'est les frères Spierig qui ont fait ça, c'est ceux qui ont fait Jigsaw après. Et tous des films de merde, je pense que c'est leur meilleur film et ils n'arriveront pas à faire mieux. Film de science-fiction sur le voyage dans le temps et tout ça, c'est putain de bien géré, avec Ethan Hawke qui est ouf dedans. Voilà, je vous conseille fortement de regarder Prédestination, je vais pas en parler plus que ça au risque de vous spoiler, mais pour moi c'est un putain de film sur le voyage dans le temps. Et d'un autre côté, on a Le Nouveau Stagiaire, un film avec Anna Thaoué et Robert De Niro. Et bah franchement, c'est pas parce que le film pour moi est un chef-d'œuvre. Pas du tout, pour moi c'est pas un chef-d'œuvre, c'est juste un très bon film, c'est tout. C'est juste parce que j'ai pu le regarder au moins une dizaine de fois aussi ce film là, et à chaque fois que je le regarde, il me fout la banane. C'est mon feel good movie, c'est mon film qui me rend fier et qui me rend heureux. Je peux pas expliquer pourquoi, je pense que c'est tellement doux, tellement sincère et tellement réaliste. Ou c'est peut-être le rôle de De Niro que j'aime vraiment bien, ou c'est peut-être le rôle de Anna Thaoué que je trouve trop mignonne, je ne sais pas. Ce film atteint sur mon cœur, sur mon cerveau, et je deviens totalement in love de tout le monde. Après, je suis heureux. Pour moi, c'est mon feel good movie, je kiffe ce film. À chaque fois que je le regarde, je prends un pied monumental pendant 2 heures. Voilà, je peux rien expliquer. On va passer en 5ème position, et voilà, c'est tout. 5ème position, un classique, un des meilleurs premiers films d'un réalisateur. Si ça tenait qu'à moi, ce serait le meilleur film de ce réalisateur, alors que c'est son premier film.
Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Je pense que tout le monde connaît ce film. Si tout le monde connaît Tarantino, le mec a un sans faute dans sa carrière de réalisateur, hein. Le mec a fait que des putains de bons films. Le mec en 92 il décide de faire un film avec déjà un putain de casting, hein. Tim Roth, lui-même, Kurt Russell, enfin le mec. Non, c'est pas Kurt Russell, c'est Mads Mikkelsen, Steve Buscemi, enfin le mec a un vrai gros casting. Donc pour son premier film, le mec il se fait pas chier. Il te fait une histoire mais genre totalement banale, hein. C'est un braquage qui tourne mal où les flics vont commencer à les poursuivre et entre braqueurs ils vont soupçonner un espion parmi eux. Enfin c'est le truc basique. Sauf qu'il a réussi dès son premier film à faire tout ce qui fait sa filmographie actuellement, c'est-à-dire dialogue entre les personnages hyper absurdes, certes avec des moments qui ne servent strictement à rien, du sang, le contraste visuel musique qui est très bizarre également et qui fait sa filmographie. Les scénarios de merde, parce que tu regardes la majorité de ces films, c'est un scénario de merde qui finit par devenir grandiose, avec beaucoup de losers magnifiques. Tout le cinéma de Tarantino est regroupé dans ce premier film, et c'est pour ça que c'est mon film préféré de Tarantino, parce que dans son premier film, il a réussi à déjà mettre toute la magie de son cinéma comme ça. Allez, prenez, et depuis c'est devenu un des réalisateurs les plus populaires et les plus étudiés en école de cinéma et les plus appréciés par toutes les générations. Quatrième position, on va aussi parler d'un génie, Robert Zemeckis, qui veut la peau de Roger Rabbit. Quoi de mieux pour toucher les enfants que des toons? Quoi de mieux pour toucher les adultes qu'une version édulcorée et plus enfantine de la Seconde Guerre mondiale? Alors, je dis la Seconde Guerre mondiale parce que tu peux prendre le contexte nazi avec les toons antisémites et tout, mais également tu peux copier ça avec ce qui se passait aux États-Unis à l'époque, avec tout ce qui était séparation noire-blanche. Je suis pas trop friand de cette période d'histoire aux États-Unis, en tout cas, je préfère celle de l'Europe qui est beaucoup plus intéressante à étudier pour moi. Mais voilà, tu regardes ce film quand t'es enfant, tu rigoles parce que les toons sont cons, enfin voilà. Bon, à la fin tu flippes un peu parce que le méchant est un peu flippant. Mais pendant le film tu rigoles, c'est cool, tu vois, tiens, il y a des humains avec des toons, c'est jouissif quand t'es gosse. Et quand tu commences à avoir un peu de repères historiques et de jugeote, tu te rends compte que en fait le message était tout autre que on rigole, on est gentil. Robert Zemeckis c'est vraiment un très bon réalisateur. C'est pour moi son meilleur film, c'est celui qui a donné le plus de boulot. Au niveau des effets spéciaux, le film est vraiment parfait, hein. Un film visionnaire, film également très intelligent qui arrive à viser deux types et deux générations de personnes. Film historique et film intergénérationnel qui va encore rester dans l'histoire parce que je compte faire voir ça à mes gosses. Les gosses vont kiffer. Troisième position, encore un ex-aequo, I'm Here de Spike Jonze qui est un court métrage, et The Doom Generation de Greg Araki. I'm Here, c'est mon pote Jack qui me l'avait fait découvrir à l'époque. C'est un petit court métrage de 30 minutes de Spike Jonze qui est vraiment touchant et qui a réussi à me faire brère avec Andrew Garfield dans le rôle principal. Si vous l'avez pas vu, c'est gratuitement sur internet. Vous avez juste à taper I'm Here Spike Jonze, vous allez tomber sur le court métrage. C'est vraiment parfait, niveau histoire d'amour, Spike Jonze sait y faire. Il a encore prouvé avec Her juste après. Et d'un autre côté, on a The Doom Generation qui parle également d'une histoire d'amour. Sauf qu'ici c'est dans une époque un peu plus underground du cinéma américain. C'est vraiment un film vraiment underground. Il fait partie d'une trilogie spéciale de Greg Araki. Il me semble que c'est la trilogie de l'Apocalypse ou je sais pas quoi, c'est un délire. Il y a The Doom Generation dedans et il y a également Totally Fucked Up et Nowhere dans cette trilogie. Je sais pas si c'est marqué dedans, des fois il marque. Non, c'est pas marqué. En tout cas, Greg Araki, c'est un de mes réalisateurs préférés. Le mec fait des films qui me touchent vraiment. C'est des films qui sont très indépendants, donc du coup, moi qui ai envie de faire du cinéma, pour commencer, c'est bien d'avoir des inspirations de films qui n'ont pas beaucoup de budget, qui tiennent juste sur une histoire et des acteurs qui savent en partie jouer. Mais également, c'est un réalisateur qui met beaucoup de choses très spéciales. T'as l'impression qu'il fait ses films avec de la weed et qui part totalement en couille. Des fois dans des films de romance homosexuelle, t'auras un alien qui va se promener quelque part, enfin, un alien déguisé, mais il s'en fout, le mec, il raconte juste ses histoires et c'est parfait. Et j'ai mis plutôt The Doom Generation par rapport aux autres films parce que même si j'adore toute la filmographie du réalisateur, The Doom Generation c'est un film qui me touche plus, rien que pour une chose, la scène d'intro. Toute la discussion qu'il y a dans la voiture, je la trouve tellement belle que ça m'a marqué et ça me marque toujours, et c'est pour moi le meilleur film de Greg Araki et je le mets en troisième place parce que j'adore ce film. Donc en numéro 2, Incassable, meilleur film de super-héros de tous les temps. Il fallait un mec comme Shyamalan pour faire ça, pour ensuite donner une claque à tous les autres qui vont vouloir le copier ou vouloir faire des autres films de super-héros.
Film de super-héros réaliste, inspiration première pour mon court-métrage Staying Alive. Acteur impeccable, Split, une bonne suite. Et Glass qui est ma plus grosse attente de 2019 alors que ça sort à peine en janvier. Rien à dire de plus, c'est chef-d'œuvre absolu du film de super-héros. Et numéro 1, c'est un ex-aequo, parce que j'arrive pas à me dire c'est lequel le meilleur. Théoriquement je dirais 5ème élément parce que ça fait depuis longtemps que je le connais, mais sauf que Claude Atlas, la première fois que je l'ai vu, m'a donné une claque qui m'a fait tourner la tête pendant 10 tours, on va dire. Donc 5ème élément de Luc Besson, film de mon enfance, film qui m'a donné envie de faire du cinéma, même si dans la FAQ j'ai dit qu'il n'y avait pas forcément de raison. C'est un film qui m'a ouvert les portes du monde du cinéma. Ça tiendrait qu'à moi, je dirais que c'est le meilleur film de tous les temps. Le problème c'est que foncièrement et objectivement c'est pas... Et à côté Claude Atlas, c'est tellement une prouesse d'écriture, c'est une prouesse de réalisation. C'est 3 heures de film qui passent en 1h30. Je ne vois pas le temps passer, je suis engourbé dans l'histoire, je suis attaché aux acteurs. En plus, t'as les frères Wachowski qui t'ont fait Matrix et tout ça, des putains de films de mon enfance que j'adore. Donc là ils te font un film, Claude Atlas, qui parle de science-fiction, de toutes les époques de films et tous les genres de films que j'aime bien, c'est-à-dire film historique, science-fiction, il mélange tous les genres. Avec, en plus, mes 2 acteurs préférés. T'as Tom Hanks pour les mecs, et mon actrice préférée c'est Halle Berry. Je pense que c'est le film qui englobait tout. Il manquait plus qu'une apparition de Luc Besson et un petit Lilou là-bas, c'était parfait, c'était le film parfait. Je pense que j'ai rien à dire sur ces 2 films, c'est mes 2 films préférés. Le top film, il bouge pas beaucoup, franchement il bouge pas beaucoup. J'ai voulu rentrer 120 watts par minute et le dernier train pour Busan, c'est pour ça qu'il y a des ex-aequo. Mais en tout cas, c'est mon top des films préférés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me dire le vôtre dans les commentaires. C'était Luan, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine. Peace.